Fort Archambault en 1899 et depuis 1972 rebaptisé SAR. La ville en question est pleine d'histoire. Située au sud du pays, sur les berges du fleuve Chari, à la lisière de la frontière, SAR, capitale verte, compte plus de 110 000 habitants, selon le dernier recensement général de la population. Ville cosmopolite, SAR est aussi le chef-lieu de la province du Moyen Chari et du département du Barko. Cette ville aux multiples facettes s'est constituée à l'époque coloniale, comme l'explique le général Kimto, natif des SAR. SAR, Fort Archambault, était bâti le long du fleuve Chari. Les autochtones et les étrangers et également les colonisateurs qui étaient là habitaient tous le long du Chari, presque entremêlés les uns les autres. Alors, la ville était une petite ville. Et elle était très boisée. Et quand on arrive, on découvre, la ville est même cachée sous les arbres. Les colons avaient planté des capoquiers et des manguiers et tout cela. Alors donc la ville était vraiment ombragée. Bien qu'elle était très bien. Alors, la ville était constituée des quartiers suivants. Du temps où moi j'étais jeune. Alors, le long du fleuve, là où le débarcadère se trouvait, il y avait un quartier qu'on appelle le quartier Labito. C'est le quartier des Lapto qu'on appelle. C'est les gens qui travaillaient dans, c'est des travailleurs sénégalais qui sont venus et qui travaillaient dans les bateaux là. Ça, c'est le premier quartier qui est au contact du quartier européen. Les bateaux à l'époque qui faisaient le transport entre Fort Lamy et Fort Archambault. Qui faisaient le transport. Avec des gros bateaux qui faisaient le transport des personnes et des balayeurs qui transportaient les marchandises. Donc il y avait un échange très fourni entre ces deux villes-là. Alors, ensuite, à côté de ce quartier, il y a le quartier Gardelais, où était le sultan de Fort Archambault, qui s'appelait Wala Wala, un militaire, un ancien officier à la retraite. À côté de ce quartier, son quartier Gardelais, il y a le quartier Bébou, habité par les pêcheurs, qui étaient là. Et à l'ouest de cela, de Gardelais, il y a le quartier Banda. Et plus loin, le quartier Kamati. Tout cela. Et enfin, pour boucler de ce côté-là, le quartier Jardin. Dès 1940, le colonisateur a voulu séparer les autochtones des colonisateurs. Et c'est comme ça que le grand hangar, vous voyez, de l'aviation, là, c'était la fin de la ville. Et là, ils ont tracé une ligne depuis cet hangar-là en direction du sud. C'était la ligne de démarcation entre les deux grands quartiers qui doivent abriter d'un côté les colonisateurs et de l'autre les autochtones et les étrangers qui sont là. Alors, et quand on a fait cette ligne de démarcation, ils ont commencé par lotir les terrains. Ils ont fait le lotissement et le premier quartier qui a été créé par là, c'est le quartier Bayemi. Ensuite, le quartier Borno.
Après, le quartier 15 ans. Le quartier Aoussa, le quartier Paris-Congo. Voilà. Ensuite, le quartier Yalnas. Un peu plus tard, il y a eu le quartier Paris-Sara. Mais au-delà de ce quartier-là, il y a un espace vert qui séparait le quartier Maroc de ce qui vient le nouveau quartier. Et plus loin, évidemment, il y a le Barco, et derrière le Barco, c'est le Balimba, qui se trouve à 6 km de la ville. Vous voyez? Bon, de l'autre côté, il y a le quartier Kassai, qui est créé par les Centrafricains, à l'image d'un de leurs quartiers de Bangui, qui s'appelle le quartier Kassai. Et là. La multiplicité ethno-linguistique de l'actuelle ville des Sarres, loin de constituer un frein à son développement, a plutôt été un creuset de l'acceptation de l'autre, plié de l'harmonie et du vivre ensemble. Chaque groupe faisait valoir ses compétences et apportait sa pierre de construction à l'effet de bâtir une cité modèle d'où il fait bon vivre. Les originaires de ça, qui s'avèrent être les Toudiens, ils étaient à l'emplacement de l'actuelle école régionale. Parce que là, quand on a créé l'école là, on a commencé par... Ils ont fait un terrain de football. Et le terrain de football, en jouant, on faisait sortir des morceaux de canaries, de tout ça. C'est comme ça qu'on nous a dit, ah non, c'était là où les Toudiens habitaient. Et on les a déguerpés. Ils sont allés à Kokaga. Et ils ont laissé une antenne à Kassai. La cohabitation entre les habitants de Sarre était une cohabitation très pacifique. Il y avait, je ne sais pas comment dire, l'approche était, les gens se côtoyaient facilement et s'acceptaient mutuellement. C'est comme ça que je peux vous citer, bon, si seulement des enfants dans la rue étaient en train de se bagarrer. Un passant qui trouve que les enfants sont en train de se bagarrer, il pouvait prendre une chicotte et puis les faire les disperser en les chicotant. Et personne ne pouvait lui demander quoi que ce soit. C'est pour vous dire que il y avait une espèce de symbiose entre les gens qui habitaient là. Alors, à part les autochtones, qui sont les Saras, et tout cela, on nous a fait comprendre que avant, Fort Chambol relevait de Loumangui Chari. Et c'est comme ça qu'il y avait une très forte colonie de Manja et de Baya, suivie de quelques Yakoma, de quelques Mbaka, et des Daba, Daba ou Valais, qui étaient chargés de faire les cultures maraîchères. C'était les grands producteurs de cultures maraîchères dans le temps à Fort Chambon. Alors, du côté de l'administration, on avait des Congolais, des Centrafricains qui étaient dans l'enseignement. Des Daomé, il faut appeler comme ça, des Daomé ou Popo, eux, ils étaient dans l'administration. Et des Camerounais, qui étaient également dans l'administration. Et la coton franc, dans le temps, utilisait beaucoup de ces gens-là. Ils étaient très nombreux à la coton franc, les Camerounais là. Oui, c'est eux qui faisaient marcher. Bon, ils étaient dans les bureaux. Pendant ce temps, nos parents, bon, c'est des manœuvres, c'est des machins. Mais eux, c'était la matière grise qui gérait la coton franc. Les Congolais, voilà, les Congolais et même Angolais. Les Angolais, on peut citer, qui étaient des conducteurs de bateaux. Et oui,
des conducteurs de bateaux, des maçons, des menuisiers, tout cela. C'était eux. Ah, il y a quelque chose que je dois souligner également. Les Bornons étaient venus, attention, pas comme ça, en tant qu'assistants techniques. Je me rappelle bien. Ils ont amené des gens qui devraient nous apprendre à tisser le coton. Voilà. Ils ont amené des cordonniers. Et ils ont amené des gens qui étaient chargés, qui connaissaient le Coran et qui étaient chargés de la justice. C'est comme ça qu'on avait Abba Al-Ghani, le père de Choua. Voilà. Que ces gens-là, ils étaient venus pour enseigner aux Tchadiens, chacun dans son domaine, ce qu'ils connaissaient. Vous voyez? Alors ils sont venus en tant qu'assistants techniques. Les Français les ont amenés, comme les Angolais, comme tout ça là. C'est pour cette raison que la question de savoir qui est originaire ou non de la ville ne se posait pas, ou du moins n'était pas visible. Ah, les différentes ethnies qu'on retrouve, les Aoussa, les Kotoko, les Bornos, et puis les Nigériens, alors ça, ils sont venus à la faveur de la société, la SELEC, qui utilisait tout ce monde-là, une forte colonie nigérienne qui était là. Nonobstant la diversité ethnique et confessionnelle qu'on retrouve, Sarr continue de préserver son identité. Mais qu'est-ce qui explique cette tolérance entre allogènes et originaires de la localité, ou encore de la tolérance religieuse qui continue d'animer les Sarrois dans leur grande majorité? La cohabitation, d'abord, la colonisation nous a appris à vivre en harmonie avec les autres, les tribus entre elles, d'abord. Il y avait une discipline rigoureuse. On demandait aux gens de faire la sieste. Quand il faisait très chaud, on demandait aux gens de faire la sieste et d'attendre qu'il fasse un peu plus frais pour sortir. Et ça, le type qui respecte, il y a des patrouilles pour obliger les gens de garder leur maison. Le soir, également, quand il faisait tard, on demandait aux gens également d'aller dormir. Et tout ça, c'était réglementé par la colonisation. Les gens dansaient, les gens faisaient tout, mais avec respect. On sentait que vraiment, il y avait une éducation. Les Européens ils ont éduqué nos parents, et c'est comme ça que nos parents nous ont inculqué cela, et nous aussi, jeunes, on respectait. Donc, la cohabitation entre les gens était simple. Un autre aspect, et non des moindres, est celui du mariage mixte. À Sarr, la pratique est monnaie courante. Résultat, un grand métissage caractérise les ressortissants de cette localité qui aujourd'hui promeuvent la tolérance, l'acceptation entre les fils et filles de Sarr. Sarr était au début Oubangui-Chari. Donc, il y avait une forte colonisation, une forte colonie. Baya, Manja et Yakoma, Mbaka et tout cela. Donc, ces gens-là, ils sont venus jeunes. Ils sont venus jeunes et ils ont trouvé des femmes, des jeunes comme eux, et ils se sont mariés. Par exemple, leur cas. Le cas également des Bornos qui sont venus en tant qu'assistants techniques. C'est comme ça. Je peux citer le cas du père de Al-Ghani, le père de Choua Richard, qui est le maire d'Aïe, et le père Bornou. C'est pour vous dire. Et ça, beaucoup de gens, ils sont mariés à des Sarah, à des Mbaye et tout cela. C'était facile, il n'y avait pas de problème. Les gens s'accepter mutuellement. Pour pérenniser cette culture afin de la promouvoir à l'échelle nationale, le général Kimto conseille. Les jeunes maintenant, ce que je leur demande, c'est de se rapprocher auprès des anciens. Il ne faudrait pas qu'ils se formalisent, qu'ils restent, qu'ils croient qu'ils ont appris des choses dans les livres, dans les universités. Ce n'est pas suffisant.
qu'ils viennent, qu'ils acceptent d'aller vers leurs anciens, leurs grands-pères, leurs ceci, et ils auront toujours quelque chose, ils auront toujours à découvrir quelque chose. Ils n'ont pas peur. Mais s'ils se cantonnent dans la lecture et dans tout ce qui... là, je crois qu'ils auront manqué quelque chose. Alors je les conseille d'aller vers les anciens pour se ressourcer, pour savoir la vérité. Parce qu'ils peuvent savoir la vérité au contact des anciens. L'effort à consentir pour parvenir à l'acceptation de l'autre pour une meilleure cohabitation entre la population des Sars est aussi la priorité des chefs traditionnels. C'est le cas, par exemple, du chef de canton urbain des Sars, Sa Majesté Mohamed Moussa Bezo. L'homme incarne la paix dans cette partie du pays. Dans toutes ses sorties, il prône la tolérance, le pardon et la paix. Tous pour l'unité et la paix, socle de stabilité et de développement. Mon message s'adresse particulièrement à la jeunesse et aux personnes ressources. Frères et sœurs, ne vous laissez pas manipuler par des personnes mal intentionnées. Du moment où notre ville de Sars en particulier et la région du Moyen-Chari dans son ensemble a besoin de se construire, d'avancer et de grandir. Vive l'esprit de pardon et de brassage intercommunautaire. Vive la cohabitation pacifique et l'entente entre agriculteurs et éleveurs. Vive la coexistence sociale. Vive la paix. Selon les récits historiques, la ville de Sars, terre des Tounians, et les Sars, anciennement Fort Archambault, du nom d'un officier français à la tête d'une mission française ayant conquis la région, est né d'un village nommé Kokaga, qui existe toujours à une dizaine de kilomètres. Le poste de Fort Archambault serait créé en août 1899 par le capitaine Julien, qui lui donna le nom d'un jeune officier de sa compagnie qui venait de mourir dans le Haut-Ubangui. Fort Archambault a été rebaptisé Sars le 29 juillet 1972 par le premier président tchadien Ngarta Tombalbaye à la suite de sa politique axée sur l'authenticité. La ville de Sars a une économie tournée vers l'agriculture et dans une moindre mesure la pêche du fait du fleuve Chari qui la traverse. Le tissu industriel, même s'il n'est pas considérable, existe. On note surtout la présence de la compagnie sucrière du Tchad CST, pourvoyeuse de nombreux emplois. À l'instar d'autres villes africaines, le secteur informel est très développé à Sars. Dans le domaine de l'éducation, Sars abrite plusieurs établissements scolaires de renom, notamment le lycée Ahmed Mangué, le lycée technique industriel, le lycée technique commercial, le lycée de Bégou, lycée collège Charles Ouanga, le lycée collège Humanité et le lycée Cheikh Hamdan Ben Rachid. À côté de ces établissements scolaires, nous pouvons également citer l'Institut universitaire des sciences agronomiques et de l'environnement de Sars, créé en 1997, devenu Université de Sars depuis 2010, et l'Institut des sciences du management et de l'économie appliquée, créé en 2008, avec la collaboration de la mairie de Sars. Avec un climat aussi doux, la ville de Sars continue d'attirer les Tchadiens, voire les étrangers.